capitale de ce vaste et puissant empire allait bientôt devenir une cité florissante et multiculturelle. À cette époque, Bagdad est une véritable cité des mille et une nuits. C'est l'époque des puissants et bienfaisants califes, des tapis volants et des grandes odyssées. Mais aussi celle des conteurs et d'un véritable âge d'or architectural et artistique. Bagdad est une ville si animée et si rayonnante d'un point de vue culturel qu'un voyageur de l'époque l'a décrite en ces termes. Il n'y a pas plus savants que leurs érudits, plus convaincants que leurs théologiens, plus lyriques que leurs poètes ou plus audacieux que leurs libertins. L'empire arabo-musulman et sa capitale Bagdad abrite alors une civilisation au rayonnement culturel sans pareil. Appartenir à la vibrante élite intellectuelle de cette cité devait être absolument passionnant. C'était une ville musulmane récente. Sa construction n'avait commencé qu'en 756 et donc elle était perçue comme quelque chose d'à la fois totalement nouveau et totalement différent. La ville grouillait de courtisans et de personnes qui s'étaient enrichies et qui tentaient de se faire une place à la cour abbasside. C'était tout à fait le genre d'endroit où les esprits novateurs étaient valorisés et appréciés à leur juste valeur. La vie intellectuelle de la cité reposait surtout sur une institution appelée les majlis. Ce mot pourrait se traduire par salon ou lieu de rencontre et de parole. Dans la Bagdad du IXe siècle, l'élite de la ville, c'est-à-dire le calife, ses courtisans, les généraux et l'aristocratie organisaient des réunions. C'étaient des sortes d'assemblées durant lesquelles toute l'élite intellectuelle de la cité, les philosophes, les logiciens, les astronomes et les théologiens se réunissaient pour débattre et échanger leurs idées. Pour y participer, les gens n'avaient pas besoin d'adhérer à certaines idées ou d'appartenir à une religion particulière. Ils étaient libres de donner leur vision des choses et d'exprimer leur point de vue. L'obligation, c'était de s'exprimer dans un arabe parfait et d'avoir un bon raisonnement logique. Ces majlis réunissaient en un seul et même lieu les intellectuels et les plus grosses fortunes de la ville. Les érudits les plus brillants de l'Empire venaient pour échanger leurs idées et se livraient une bataille acharnée pour tenter de trouver des mécènes. Cette première étape de mon voyage à travers les sciences de l'Empire islamique me ramène sur les traces de l'homme dont je vous ai parlé au début de mon aventure, dans les ruelles du Caire. Il s'agit du grand mathématicien à qui nous devons le système décimal. C'est en plein cœur de cette période de grande effervescence intellectuelle que vécut Al-Khwarizmi, un grand mathématicien qui était aussi astronome, courtisan et favori du calife Al-Mamoun. Cet érudit qui avait quitté l'est de la Perse pour Bagdad était un pur produit de son époque. Cet avant-gardiste vivait entouré de livres et avait étudié les traditions scientifiques venues de Grèce, d'Inde, de Perse et de Chine. Al-Khwarizmi allait réunir et synthétiser deux traditions mathématiques complètement différentes pour donner naissance à quelque chose de totalement nouveau. Cette capacité de pouvoir considérer simultanément deux modes de pensée mathématiques complètement différentes va permettre de définir des modèles et d'isoler les aspects les plus importants dans les domaines du calcul et de la mesure. Ça a permis d'accélérer le processus de bouleversement intellectuel. La première de ces traditions mathématiques vient de la Grèce antique. Les mathématiques grecques traitent principalement de géométrie, une science consistant à étudier des figures comme les triangles, les cercles ou les polygones et à calculer les aires ou les volumes. L'autre tradition mathématique dont Al-Khwarizmi va s'inspirer vient de l'Inde. Les mathématiciens indiens étaient à l'origine du système décimal à 10 symboles qui avait permis de simplifier les calculs. Grâce au mouvement de traduction, Al-Khwarizmi avait l'avantage et la chance d'avoir accès aux traditions mathématiques grecques et indiennes.
Il était désormais en mesure de combiner l'intuition géométrique avec la précision de l'arithmétique, les figures grecques avec les symboles indiens, pour donner naissance à une nouvelle forme de pensée mathématique plus connue aujourd'hui sous le nom d'algèbre. Étant moi-même physicien, j'ai passé ma vie à faire de l'algèbre, et je ne peux que reconnaître son importance dans tous les domaines scientifiques, même si c'est une notion qui peut sembler étrange. Je me souviens de ma perplexité la première fois que mon professeur a essayé de me faire faire des mathématiques en remplaçant les nombres par des symboles tels que X ou Y. C'est un concept extrêmement libérateur puisqu'il permet de pouvoir résoudre des problèmes sans avoir à s'empêtrer dans de fastidieux calculs numériques. Nous sommes en présence d'un manuscrit d'une valeur inestimable intitulé Kitab al-Khwarizmi, le livre d'Al-Khwarizmi. Le professeur Ian Stewart a passé presque toute sa vie à étudier l'algèbre. Ensemble, nous consultons une ancienne copie du livre où Al-Khwarizmi évoque pour la première fois la notion d'algèbre. Dans la marge, il indique bien le titre du livre, Al-Jibre ou Al-Mukabala. C'est la première fois que le mot algèbre est mentionné. Algèbre. C'est de là que vient le mot algèbre. Dès la première lecture, j'ai tout de suite noté qu'il disait « J'ai découvert que les gens ont besoin de 3 types de nombres. Les racines carrées, les carrés et les nombres. » Qu'est-ce qu'il introduit ? Il parle d'équations du second degré à une inconnue avec x et x au carré. C'est bien de l'algèbre. Il pose les bases d'une méthode pour résoudre des équations de façon algébrique. Pourtant, on connaissait déjà les équations quadratiques. On savait déjà résoudre ces équations à l'époque des Babyloniens, bien avant Al-Khwarizmi. Qu'y a-t-il de vraiment nouveau là-dedans? La façon dont Al-Khwarizmi envisage les choses. Pour lui, la racine carrée et le carré sont des objets à part entière. Il ne les considère pas uniquement comme des nombres qu'il faut essayer de déterminer, mais comme des procédés qu'il faut appliquer. La théorie d'Al-Khwarizmi, c'est que pour obtenir le carré d'un nombre, il faut multiplier ce nombre par lui-même. Et ce principe est vrai, quel que soit le nombre. Si c'est 5, 5 fois 5 égale 25. Si c'est 3, on fait 3 fois 3. Autrement dit, il donne une formule que l'on appelle aujourd'hui algorithme grâce à lui. Oui, le mot algorithme nous vient d'Al-Khwarizmi. C'est encore un autre mot qui nous vient de lui. Il parle justement de cette formule à la page suivante. On multiplie la racine carrée d'un nombre, on divise le résultat par 2 et on le multiplie par lui-même. Ensuite, on l'ajoute à l'autre nombre et on extrait sa racine carrée. C'est un algorithme? Oui. Et c'est là toute la nouveauté. Ceux qui s'étaient penchés sur le sujet avant lui auraient plutôt dit quelque chose du genre « Prenez la moitié de 10, donc 5, mettez 5 au carré, ça donne 25. » Ou avec un autre exemple, prenez la moitié de 12, qui est 6, mettez 6 au carré, ce qui fait 36. Ils auraient continué comme ça, ainsi de suite, avec des nombres différents. Et il aurait fallu déduire soi-même la formule à chaque nouvel exemple. C'est pas ce qu'il fait. Exact. Lui dit, prenez la moitié de la racine carrée, divisez-la par 2, quelle que soit la racine. La moitié de la racine carrée devient un objet. Si la racine carrée est un objet, la demi-racine carrée l'est aussi. Pas besoin de savoir à quel nombre ça correspond. Tout à fait. Vous savez que vous devez la mettre au carré. Ça suffit, peu importe le nombre que vous devez mettre au carré. On élimine de façon temporaire le lien qui peut exister avec des nombres spécifiques et on manipule ces nouveaux objets en tant que tels, selon les règles qu'il établit dans son livre. Ce n'est qu'ensuite que les nombres représentés par ces objets dans le problème que vous avez posé apparaîtront comme par miracle à la fin et que vous obtiendrez par exemple comme résultat x égale 3. Dans quelle mesure la réflexion d'Al-Khwarizmi a vraiment été révolutionnaire? Il a rendu possible l'existence de l'algèbre en tant qu'objet, et non pas comme une simple méthode qui permet de trouver des nombres. Le moins intéressant dans un calcul algébrique, c'est quand à la fin on découvre que x égale 3. C'est la façon d'obtenir ce résultat qui compte. S'il y avait une méthode pour chaque problème, ou une méthode différente pour chaque problème, ce ne serait pas plus intéressant, ça n'aurait pas de sens. Il existe une série de principes généraux, et si vous comprenez ces formules de base, alors vous avez tout compris à l'algèbre.
En quoi l'algèbre a-t-elle été vraiment importante dans l'évolution du monde? Elle a permis de résoudre toutes sortes de problèmes à travers les âges, soit m, la masse d'un boulet de canon, et d, la distance qu'elle doit parcourir. Vous pouvez utiliser l'algèbre pour calculer le meilleur angle pour pointer le canon. Ces connaissances pouvaient permettre de gagner une guerre. Soit c, la vitesse de la lumière, et m, la variation de la masse d'un noyau d'atomes. Calculez ensuite l'énergie dégagée à l'aide de la formule algébrique suivante. E égale mc au carré. La maîtrise de cette formule confère un véritable pouvoir. L'algèbre a contribué à créer le monde dans lequel nous vivons. La science d'aujourd'hui n'aurait jamais existé sans elle. Ce simple constat résume à lui seul l'étendue de l'héritage laissé par les érudits de l'islam médiéval. Ils ont exhumé les connaissances scientifiques de la Grèce antique et de l'Inde pour les conjuguer et les développer. De la même façon, notre médecine moderne doit beaucoup aux recherches menées par les médecins de l'ancien empire islamique. Je crois que l'histoire de cette formidable évolution scientifique survenue au cours du 8e et du 9e siècle a beaucoup plus à nous apprendre que n'importe quelle autre découverte. À elle seule, elle nous prouve que le langage de la science est universel. La prouesse la plus remarquable des scientifiques de l'islam médiéval a d'abord été de prouver que la science n'était pas islamique, hindoue, hellénistique, juive, bouddhiste ou chrétienne. Elle ne peut se réclamer d'aucune culture. Avant l'islam, le savoir scientifique était dispersé de par le monde. Mais ces savants ont su rassembler les pièces de cet immense puzzle en assimilant des connaissances nées bien au-delà des frontières de leur empire. Cette immense synthèse du savoir n'a pas seulement donné naissance à une nouvelle science, elle a aussi permis de prouver que la science pouvait transcender les frontières et l'appartenance religieuse. Le savoir scientifique profite à tous les humains quels qu'ils soient. C'est une vision des choses aussi pertinente qu'exemplaire. Dans la prochaine étape de mon voyage, je tenterai de comprendre comment l'Empire islamique a vu naître l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Je vous dévoilerai comment les mathématiques et l'expérimentation se sont rencontrées au cours de la révolution industrielle qu'a connue l'Empire islamique. Et je me rendrai au Caire où je découvrirai comment ces idées ont donné naissance au monde technologique et scientifique d'aujourd'hui.